Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur un autre numéro de votre émission Entretien du jour sur Sika TV. Elle se donne rendez-vous sous tous les cieux presque lorsqu'il y a des élections. Des regards neutres sur le déroulement de processus électoraux qui, a priori, devaient être crédibles pour le citoyen lambda, dont la confiance aux acteurs politiques s'érode de plus en plus. A posteriori, beaucoup s'interrogent sur l'utilité de ces missions, lorsque, souvent, malgré des grognes et des irrégularités qui crèvent les yeux, leurs conclusions semblent valider un processus à polémique. Les populations se méprennent-elles sur le rôle des missions d'observation électorale en Afrique? Leur neutralité est-elle à toute épreuve? De quels moyens disposent ces missions pour garantir la fiabilité d'un scrutin dont elles n'ont pas été les organisateurs? Quelle est leur utilité finalement? Julien Oussou est expert en élections, paix et sécurité. Il répond à nos questions depuis Accra, au Ghana. Bonjour, Monsieur Oussou. Bonjour, cher ami, bonjour, chers téléspectateurs de Sika TV. Votre dernière présence en date sur un théâtre d'élection est celle de la présidentielle au Bénin. Un scrutin qui continue de nourrir les discussions dans le pays comme à l'international à propos de sa crédibilité, même après les résultats proclamés. Pourtant, des missions d'observation locales comme internationales étaient présentes. Pensez-vous qu'elles ont joué le rôle que la population attendait d'elles? Merci beaucoup. Merci pour la question. Et je pense que vous avez posé le débat. Qu'est-ce que la population attend des missions d'observation électorale? Et quels sont les objectifs d'une mission d'observation électorale? Est-ce que les deux concordent? La préoccupation est là. Et de plus en plus, à travers les processus électoraux dans la région, on peut se rendre compte de ce que les communautés à la base attribuent aux missions d'observation électorale plus qu'elles n'en peuvent ou plus qu'elles n'en ont, disons, les prérogatives. Alors, c'est aussi simple. Une mission d'observation électorale, c'est à la base, de façon traditionnelle, disons, deux éléments clés. D'abord, c'est de regarder, comme pour dire observer. On regarde pour voir si le processus électoral est équitable. On regarde pour voir si le processus électoral est conduit selon les standards internationaux en la matière, parce que nous n'avons pas inventé disons, la conduite des élections, mais nous apprenons au fil des années, au fil des expériences pour les améliorer. Et il y a des standards internationaux. Je ne vous arrête pas, mais... Regardez pour voir si... Mais quand vous parlez de processus, il faut que ce soit clair. Ce n'est donc pas seulement le jour du scrutin. Le processus est déjà, dès l'instant qu'on a commencé par penser même la loi électorale. D'accord? Dès l'instant qu'on a commencé par penser la carte électorale, c'est dès cet instant-là. Le processus. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de missions, on a ce qu'on appelle les observateurs de long terme, qui sont sur le terrain plus tôt. Et donc, on observe le processus, on regarde le processus pour voir s'il répond aux standards, s'il est transparent, s'il assure l'intégrité, disons, s'il s'assure une intégrité, et s'il est mis en œuvre de façon à encourager disons, le respect des droits humains dans tout le processus. Vous voyez? Et ça, c'est la première chose. Regarder par rapport à certaines références. Et la deuxième chose, c'est rendre compte de ce qu'on a regardé, rendre compte de ce qu'on a constaté. C'est traditionnellement les deux sous-missions d'un observateur ou d'une mission d'observation. Cela voudrait dire que si on regarde tout ce que nous avons là, est-ce que ces deux objectifs ont été atteints? Je dirais oui. Les problèmes qui se posent sont ailleurs et même les acteurs
des missions d'observation ont pris conscience. De plus en plus, dans les pays, on est arrivé de façon, disons, moderne maintenant à ajouter une troisième sous-mission, celle d'agir, c'est-à-dire celle qui se refuse, qui veut que les missions se refusent de croiser les bras, juste de regarder, de rapporter, mais d'aller au-delà pour permettre à ce que, puisqu'on a engagé des ressources, puisque c'est souvent beaucoup de tensions qu'il y a autour, permettre aux organes en charge de ces processus-là d'être informés des difficultés sur le terrain, de travailler à les corriger au fur et à mesure. Bref, vous voyez que quand on regarde correctement, une mission d'observation, dans la limite, ne peut que par le biais de son rapport ou de ses rapports, si on rentre dans le processus et qu'il y a plusieurs rapports qui pourront être diffusés avant le jour du scrutin, une mission d'observation donc peut à la limite, disons, à travers son rapport, contribuer à affecter la légitimité d'un scrutin. La légitimité d'un scrutin. C'est-à-dire que la mission a observé des faits, des irrégularités et en rend compte. Ça permet aux acteurs qui conduisent le processus, ça permet aux acteurs qui sont impliqués dans le processus, disons, d'apprécier de la légitimité du processus. Parce que aucune mission d'observation n'a mandat ou n'a la possibilité, disons, de soumettre des recours, n'a même pas la possibilité, quand elle est dans le bureau de vote et que voit se dérouler devant elle des irrégularités, d'intervenir. C'est les limites que nous nous sommes fixées à une mission d'observation, en espérant que, une fois le rapport élaboré, on pourrait situer les responsabilités, prendre des recommandations, prendre des avancées ou tenter d'améliorer les processus électoraux. Bref, il faut harmoniser ce que pensent les communautés des missions pour que cela puisse être accepté de tous. Un exemple, une mission d'observation électorale est présente dans un bureau de vote puisque vous dites que vous ne pouvez même pas intervenir. Elle constate que devant elle, on a commencé par corrompre les agents électoraux qui sont dans le bureau de vote ou qu'il y a des bulletins qui sont en train d'être estampillés par ces agents-là, ce qui n'est pas permis. Elle ne doit même pas intervenir et dire à ces agents « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce n'est pas régulier. » Alors, c'est exactement cela. Quand on est dans le rôle traditionnel de l'observateur, il n'intervient pas. S'il intervient, il est même pris à partie parce que sa mission ne lui permet pas d'intervenir. L'observateur n'est pas dans le dispositif d'organisation du scrutin. Il ne peut pas. C'est d'ailleurs en regardant cette limite fondamentale que de plus en plus les missions d'observation installent ce que nous appelons les salles de situation électorale pour au moins rester en contact avec l'organe de gestion des élections, la Sénat, la CENI selon les cas, pour espérer que l'on puisse remonter ces irrégularités rapidement à cet organe-là qui a la possibilité d'intervenir, d'agir ou faire cesser les irrégularités ou tout au moins pour rappeler à l'ordre ces agents déployés dans les bureaux de vote. Quand vous parlez d'appréciation de ces acteurs impliqués dans l'organisation, lorsqu'on sait que la plupart du temps, ce sont les gouvernants qui contrôlent ces instances qui organisent les élections, qui sont appelés à prendre des décisions par rapport, vous avez parlé de légitimité et aux irrégularités aussi. Est-ce que c'est objectif d'attendre de ces instances-là des réactions appropriées, qui soient des réactions neutres, je le dis comme ça? Alors, c'est pourquoi moi, je continue d'espérer que ceux sur qui les communautés, les populations devaient faire pression pour plus, disons, d'indépendance, de professionnalisme, c'est beaucoup plus les organes de gestion des élections. Et donc, les communautés devraient juste aiguiser leurs oreilles pour entendre les retours que vont faire les observateurs et les missions d'observation et prendre acte de ces retours pour aller faire la pression là où il faut. Là où on décide des lois, là où on décide de l'organisation pratique, là où on décide des options d'interprétation de la loi électorale. C'est beaucoup plus à ce niveau que les communautés doivent orienter leur pression. Les missions d'observation électorale ne sont que ce regard extérieur qui a eu à visiter beaucoup de processus électoraux, capable de leur dire ici, votre processus n'est pas si légitime, n'est pas si transparent, n'est pas si, je veux dire, équitable que cela peut être. C'est beaucoup plus de ce côté-là. On sait que l'élection, c'est une question politique et qu'il y a toujours des intérêts politiques qui sont là,
mais par la pression des acteurs. Vous imaginez, vous avez évoqué le cas du Bénin. La mission d'observation a joué son rôle en révélant un certain nombre de choses. Mais depuis qu'elle les a révélées, je peux vous dire qu'aucun acteur, que ce soit de la chaîne officielle ou de la chaîne juridique, ne s'est rapproché pour dire qu'est-ce que nous allons faire avec vos données, qu'est-ce que nous pouvons faire pour montrer au moins de l'intérêt à faire quelque chose avec les données qui ont été collectées. Bref, pour dire les intérêts sont ailleurs, mais la mission d'observation a assumé sa part en disant ce qu'elle a observé et comment elle voit le respect des différents standards par rapport à ce qu'elle a observé. Je ne voudrais pas revenir sur ce taux de participation que vous avez relevé au Bénin. Votre plateforme, la plateforme des organisations de la société civile, parlait d'un pourcentage, je crois, qui fait 26% à peu près. On a vu avec la Sénat, la Cour constitutionnelle plus tard, quand on a fait le double. Vous maintenez cette position, vous parlez de légitimité. Quel doit être le comportement de ces populations béninoises ou de ces structures? Vous en avez dénoncé déjà quelques-unes qui n'ont pas réagi. Quel doit être le comportement alors du citoyen qui se dit souverain en quelque sorte, puisqu'on dit finalement que la souveraineté, ça appartient au peuple? Vous savez, dans le même temps que je suis conscient que les communautés doivent faire quelque chose, il faut aussi regarder les contextes de chaque pays pour voir si ce qu'elle va faire en tant que population, en tant que citoyen, en tant que, communauté, si cela risque d'avoir, disons, un effet. Alors, il faut regarder simplement, prenant le cas du Bénin, le dispositif électoral que nous avons. Quand la commission électorale l'a prononcé, c'est la Cour constitutionnelle qui prend la relève. Et dans la loi, il est clairement dit que c'est les candidats qui peuvent saisir la Cour. Il y a peut-être un débat à faire, il y a peut-être une pression à faire, il y a peut-être à espérer que les candidats qui sont en liste puissent se saisir de cette question, de ce débat pour faire valoir quelque chose. Bref, il y a les limites, disons, de tout ça. Si le contexte et les acteurs ne sont pas ou ne se surveillent pas comme cela se doit, si tout est dans les mains d'un seul camp, il y a déjà des limites dans le processus. Et ça, il faut s'en rendre compte et dire, parce que ça amène aussi une autre question, la question de, à la fin, les organisations n'arrivent même pas à dire si on rejette ou on reprend l'élection. Un observateur ne peut pas se permettre de dire cette élection, il faut parce qu'il y a en amont une question fondamentale qu'il faut trancher, la question de savoir, puisque aucune mission d'observation n'aura les moyens d'être déployée dans tous les bureaux de vote, c'est pourquoi on utilise souvent l'approche statistique, de savoir, mais si on a 10 000 bureaux de vote, dans combien de bureaux de vote il faut arriver à avoir des irrégularités et quel genre d'irrégularités pour arriver à prendre la décision que l'élection doit être reprise. Vous voyez, c'est une grosse préoccupation qu'il faut trancher. Si on ne la tranche pas, on va espérer des choses, des missions d'observation, et on sera même incapable d'apprécier ou de bien utiliser ce qu'elles donnent déjà, ces missions d'observation. Je vous propose un autre numéro pour qu'on continue de parler de ce sujet. À la prochaine pour un autre.